Alors, place maintenant à la première grande discussion. Je n'ose pas dire le grand débat parce qu'il a déjà été utilisé par quelqu'un. Et avant d'entamer donc cet échange sur le thème de l'intergénérationnel, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à un outil millénaire de la transmission intergénérationnelle. Vous imaginez ce que c'est? Quel est cet outil millénaire? La parole. Mais encore, le conte, C-O-N-T-E. Et c'est aussi un clin d'œil à 3 conteuses de Gironde qui s'étaient proposées pour faire un spectacle de contes pendant ce contre-salon. Et malheureusement, nous n'avons pas pu trouver le bon moment, le bon lieu pour un vrai spectacle de contes. Mais, et c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil, je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent. Si je vous dis Yékrik, qu'est-ce que vous répondez? Yékrak. Alors, on s'entraîne. Moi, je dis Yékrik et vous dites Yékrik. Yémistikrik. Est-ce que la cour dort? Est-ce que la cour dort? Évidemment, la cour ne dort pas. Et si la cour ne dort, c'est Isidore qui dort. Dans la cour de Théodore, pour 2 sous d'or. Yékrik. Yémistikrik. Merci. Alors, maintenant, je peux m'asseoir puisqu'il ne s'agit pas d'un spectacle de contes. Simplement pour commencer par vous dire qu'au premier contre-salon, il y a 2 ans, un atelier avait été consacré à la thématique de notre plénière. Et il s'intitulait « L'intergénérationnel, une chance pour mieux vivre ensemble ». Et lorsque nous avons commencé à Bordeaux à réfléchir au programme du 2e contre-salon, la question de l'intergénération s'est imposée très vite comme fil rouge. Évidemment, tout ne va pas être centré sur l'intergénérationnel, mais une grande place lui est donnée. Et nous avons voulu que l'édition girondine du contre-salon accueille vraiment tous les âges. Et je crois que nous y sommes parvenus un peu, puisque nous comptons aujourd'hui 35 élèves du lycée Belorme, accompagnés par leurs 3 enseignants. Encore une fois, je vous demande un banc pour eux. Et nous avons parmi nous aussi 18 étudiants de l'UIT Animation sociale et socioculturelle, accompagnés également par leurs professeurs. Un grand merci donc aux enseignants qui se sont mobilisés avec enthousiasme, dont Christiane vous a parlé tout à l'heure, ainsi qu'évidemment l'ensemble des élèves et des étudiants. Merci pour votre présence nombreuse aujourd'hui. L'intitulé de notre première séance de discussion est, ça a été dit tout à l'heure, « Jeunes, vieux, ensemble, construisons demain ». Quel programme? Au CNAV, nous avons la conviction profonde que jeunes et vieux peuvent dessiner ensemble les contours de la société dans laquelle ils aimeraient vivre, une société qui n'exclut aucun de ses membres en raison de son âge. Nous croyons fortement que jeunes et vieux pourraient faire rimer leurs mantras respectifs sur les chemins de l'intergénérationnel.
rien pour les vieux sans les vieux et rien pour les jeunes sans les jeunes. Mais une fois qu'on a proclamé nos mantras, comment fait-on pour bâtir la société intergénérationnelle que nous voulons? Nous avons imaginé qu'ici et maintenant, dans le cadre du deuxième contre-salon, le sujet pourrait être abordé par petites touches au cours des différents échanges, des prestations et manifestations culturelles et de tout ce qui va nourrir les 3 jours de cet espace-temps citoyen. Des petites touches qui pourraient lancer un début d'un débat plus large, plus approfondi dans les temps à venir, tant le sujet est vaste et complexe. En effet, l'intergénérationnel est présent partout dans la société. La famille, le système éducatif, le monde du travail, les politiques publiques, les projets associatifs, l'habitat sous toutes ses formes, le financement de notre protection sociale, la transition écologique, la révolution de la longévité, et j'en passe. Il est clair que dans le cadre des 90 minutes qui nous sont allouées, nous ne pourrons qu'effleurer une question sociale de cette envergure. Donc, que de frustration en perspective, aussi bien pour les intervenants que pour vous. Pour limiter les dégâts, je vous propose d'avoir l'ambition modeste. En guise d'introduction donc au débat, j'ai demandé à nos témoins, nos grands témoins, nos intervenants de cet après-midi, de nous dire, à partir de leur parcours de vie personnel, professionnel, militant ou autre, donc ils nous livrent succinctement, c'est ça la consigne, leurs réflexions, leurs pratiques et éventuellement leurs propositions. Et je leur ai proposé quelques axes de réflexion que je vous soumets à vous aussi. Ce n'est pas une dissertation, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, mais ça peut nous aider peut-être à échanger ensemble sur différents angles de notre sujet. Donc, un premier axe, c'est qu'on entend, on lit que les liens entre les générations sont en crise. Certains parlent de conflits de génération et même de guerre des âges. Qu'en est-il réellement? Et vous, qu'en dites-vous? Question subsidiaire. Comment la révolution de la longévité et le changement structurel de la démographie obligent à avoir une approche rénovée de l'intergénérationnel? Je rappelle que depuis janvier 2024, les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans. C'est ce que j'appelle le grand changement structurel de la démographie. Deuxième axe, comment nos idées reçues, nos préjugés, nos stéréotypes sur la vieillesse et sur l'âge façonnent les liens intergénérationnels que nous vivons ou que nous établissons. Troisième axe, que sont alors les actions dites intergénérationnelles, qu'elles soient à l'initiative des pouvoirs publics, des associations ou des citoyens individuellement? Vous en avez certainement des expériences. Quatrième et dernier axe, quels peuvent être les fondements d'une société intergénérationnelle juste, qui préserve la qualité de vie de ses membres, quel que soit leur âge? Voilà les questions que je vous soumets à vous, intervenants. Dur, hein? Alors, évidemment, il n'est pas question de dérouler tous ces 4 axes, chacun à votre tour. Vous prenez ce qui vous semble important pour vous, au regard de votre réflexion, de votre expérience
et de vos projections pour nous aider à cheminer vers l'intergénérationnel. Alors pour commencer, je vous propose de passer la parole à M. Jean-Jacques Amiot. C'est moi. Vous pouvez y aller. Je peux y aller. Très bien. Alors, crise ou pas crise des liens intergénérationnels? Ça marche? M'entendez? Très bien. Donc, un quart d'heure. La première chose, c'est par rapport à la démographie dont tu viens de parler. Moi, je suis toujours un peu embêté parce qu'on nous dit qu'il y a de plus en plus de vieux et que ça pose un problème intergénérationnel, mais c'est marrant parce que quand il y avait beaucoup plus de jeunes, ce n'était pas un problème intergénérationnel. Il y a une astuce, là, j'arrive pas très bien à la comprendre. La deuxième chose, c'est que en matière d'intergénération, en fait, on lit l'histoire à l'envers. Pourquoi? Parce que on nous parle du lien intergénérationnel en déclin, des difficultés, qu'il faut monter les actions, qu'on est dans des périodes peu fastes autour de ça. Donc il y aurait eu une période, un âge d'or de l'intergénération, avant nous. Bon, alors je suis allé regarder, je me suis dit un âge d'or d'intergénération, ça va être intéressant, on n'aura qu'à copier ce qui a déjà été fait. Je regarde, au XVIIIe siècle, on était orphelin de père et de mère à 30 ans. Alors effectivement, pour être en relation intergénérationnelle en dehors je vous rappelle que pour l'espèce humaine, il faut 2 générations minimum pour continuer d'exister socialement. Voilà, c'est pas vrai pour toutes les espèces. Mais en tout cas, si on était orphelin de père et de mère à 30 ans, ça veut dire qu'on n'avait pas vraiment le temps de rencontrer ses grands-parents ou à peine de les voir. Au XIXe siècle, on a une révolution extraordinaire, on a un exode rural qui fait 80% de la population qui vivait en milieu rural va vivre en milieu urbain. C'est quoi? C'est des jeunes qui partent. Mon arrière-grand-père est parti à 14 ans avec son baluchon d'Alsace pour aller à Paris travailler. Donc en fait, on a déjà quelque chose qui est qu'au XIXe siècle, on a des ruptures massives à l'intérieur des groupes familiaux avec l'exode rural, et qui fait que on ne peut pas appeler ça un âge d'or. D'ailleurs, les hospices dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé au XIXe siècle, sont des hospices qui, justement, prennent en compte la précarité de ces générations qui viennent chercher du travail, qui n'en trouvent pas toujours. On est sur du travail journalier, etc. Donc, le XIXe siècle, ce n'est pas non plus un exemple de relation d'âge d'or de l'intergénération. Et puis, je regarde le début du XXe siècle, je regarde en 1900, l'espérance de vie, elle est de 45 ans. Même chose. Quelle relation avec la 3e génération? Quasiment pas. Même si on fait les enfants à 15 ou 18 ans, on va vite être court. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas en train d'essayer de rattraper du retard par rapport à l'intergénération. On est sur une longévité aujourd'hui qui n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire sociale. On n'a jamais été en relation aussi longtemps et aussi nombreux à 3, voire 4 générations. Alors, il y avait des vieux autrefois. Il y avait des vieux, il y en avait essentiellement dans ceux qui n'étaient pas touchés par les épidémies et par les guerres, c'est-à-dire les aristocrates et les ecclésiastiques, qui normalement ne devraient pas avoir d'enfants. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'intergénération. Je dis bien normalement, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, vous me poserez des questions là-dessus. Donc en fait, on est effectivement sur 3-4 générations familiales, et on a tous 2 identités générationnelles. On a une identité générationnelle familiale, on est les parents, les enfants, etc. Voilà, et puis on a une identité socio-historique. Moi, j'appartiens à la génération des baby-boomers, voilà, mais il y a dans la salle des générations smartphone, des générations mur de Berlin, et je suis allé voir hier une personne qui était de la génération Deuxième Guerre mondiale, 90 ans, voilà, et qui est restée d'ailleurs... C'est tout à fait intéressant la manière dont elle parle de sa vie à partir de cet événement majeur au moment de sa prime jeunesse. Voilà, donc on est effectivement... Alors je me dis, pourquoi est-ce qu'on parle du déclin des relations intergénérations?
je regarde dans les familles, tu le disais, moi ce que je vois, c'est qu'en fait, on est plutôt bien. On nous parle de 11 millions d'aidants, ça veut dire qu'il y a la solidarité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vois que les relations grands-parents, petits-enfants n'ont jamais été aussi fortes, n'ont jamais été aussi importantes. Jamais les grands-parents n'ont gardé autant leurs petits-enfants. Et on n'est plus sur des relations d'autorité, on est sur des relations affectives. Donc voilà, et puis je vois effectivement des jeunes qui restent, la génération Tanguy, les jeunes qui restent à domicile. Aujourd'hui, la moyenne en France, c'est le départ moyen de chez les parents, c'est 24 ans. 26 ans en Europe. Alors je me dis, la famille, je trouve qu'elle marche plutôt bien, hein, je ne sais pas, mais voilà. Et puis je ne vous parle pas des constellations familiales, hein, où effectivement on a de l'intergénération dans tous les sens, avec des remariages, des demi-frères, des demi-sœurs. Voilà, moi, entre le plus jeune de mes demi-frères et le plus vieux, il y a 50 ans de différence. Je vous raconterai l'histoire après si vous me posez des questions. Donc, si je regarde dans le cadre du travail, c'est pareil. Moi, je regarde, je me dis, dans le travail, on a entre 16 ou 18 ans au départ jusqu'à 67 ans. Donc, il y a au moins 3 générations. Parce que tout à l'heure, tu parlais des jeunes et des vieux. Mais la génération, en fait, on est ici vraisemblablement avec 7 ou 8 générations présentes, c'est-à-dire avec des modalités de regard sur le monde qui sont complètement différentes en fonction du moment où on s'est inscrit. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une génération ? C'est des jeunes adolescents qui vivent un événement important, je pense au mur de Berlin, je pense à la guerre, etc., qui vivent un événement culturel majeur, hein, et qui inscrivent cet événement comme étant le point d'ancrage de leur identité générationnelle. Quand Marthe me parle de tout a changé avec la guerre, mais elle avait à peine plus de 10 ans, mais toute sa vie est organisée à partir de ce changement majeur. C'est structuré, le regard qu'elle porte sur le monde. Donc c'est là où il faut être attentif, parce que l'âge ne fait pas la génération. C'est pas la même chose. Donc on a effectivement dans le travail, et puis on me dit, oui, mais regarde quand même, dans le milieu scolaire, c'est des jeunes. Je lui dis, non, mais il y a des gens qui travaillent avec les jeunes dans le milieu scolaire. Donc si je pars du milieu scolaire, c'est 3 ans jusqu'à 67 ans. Si je vais en EHPAD, c'est pareil. Rien que chez les résidents en EHPAD, il peut y avoir 3 générations. 60, 80, 100. Bon, 120, c'est un excès de vitesse, mais en tout cas, il y en a au moins 3. Donc on voit bien effectivement que, je ne sais pas, mais quand je regarde, je m'aperçois que là où on est sur très peu d'intergénérationnel, c'est dans nos relations personnelles, ce qu'on appelle des relations affinitaires. On se choisit aussi en fonction de son âge. On a des relations essentielles avec des gens de notre génération pour des raisons structurelles aussi, c'est-à-dire qu'on a appris à être en relation avec nos générations. On a fait la scolarité ensemble, on a fait des jeux ensemble, etc. Donc là, on pourrait dire que la structure sociale contraint à l'intergénération, alors que l'individu restreint. Donc ça me paraît important. Et puis, ce qui est vraiment fabuleux, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, par exemple avec la grand-parentalité, on peut être en relation avec nos petits-enfants qui sont des adultes. Et c'est là où tout change. Être en relation avec des gamins, bon, très bien, c'est affectif, parfait, etc. Mais être en relation avec entre des grands-parents et des petits-enfants qui sont des adultes, on va batailler entre adultes. On va discuter des modes de vie, on va discuter de la qualité de vie, on va discuter de notre vision du monde entre adultes. C'est tout à fait différent et on est les premières générations qui se trouvent dans cette situation à pouvoir le faire. Jusqu'à 4 générations. Je vous l'ai dit, 2 millions d'arrière-grands-parents au loto générationnel, c'est pas mal. Voilà, donc nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette situation sociale, nous ne sommes pas des détricoteurs du lien social, comme on semble en entendre parler sans arrêt, etc. Mais on est plutôt sur des artisans qui sont en train de découvrir de quelle manière essayer de travailler ensemble. Et on n'a pas d'exemple historique qui nous permette de nous appuyer. On est en train d'inventer l'intergénération entre générations d'adultes, sur 3 et 4 générations. C'est tout à fait différent. Donc l'intergénération, c'est le pari de la continuité par la discontinuité. Nous avons tous des visions différentes en fonction des générations, des visions différentes du monde, des mentalités, etc. Mais
on essaye justement de faire société ensemble, c'est-à-dire de construire quelque chose avec nos différences, ce qu'on appelle de l'acculturation, en essayant de construire ça. Moi, j'aime bien l'exemple de la question du couple, des séparations et des divorces. Hein, quand on discute entre générations, les générations les plus âgées disent « Mais enfin, avant, on ne se séparait pas à tout bout de champ parce qu'on ne s'entendait plus. On restait, hein ?» Et les générations les plus jeunes qui disent « Et donc, vous restiez, même si vous ne pouviez plus vous sentir, vous restiez ensemble, en fait. Hein ?» Et donc, on perçoit bien dans cet exemple-là, mais on peut le faire avec l'éducation des enfants, on perçoit bien dans cet exemple-là, c'est qu'on a des visions du monde différentes. C'est Bourdieu qui dit ce qui différencie les générations, c'est que nous n'avons pas la même définition de l'impossible, du possible et du probable. Et ça, voilà. Et donc c'est ça qu'il va falloir associer. Hein. Alors, on a effectivement des stéréotypes, on est bourré de stéréotypes, et même quand on fait des efforts, on s'aperçoit sans arrêt qu'on est pris par les stéréotypes qui emplissent notre champ social. Hein. On dit aux gens, vous voulez être en relation avec les gens? Ah oui, nous on adore ça, être en relation avec les gens. Mais enfin, quand même, il y a des trucs, ça vient toujours des autres générations, bien sûr, hein, parce que la nôtre, elle est géniale. Hein, les enfants rois nous agacent, les adolescents en rupture, en opposition à tout nous ennuient, les jeunes adultes en CDD de couple, de logement, de travail, on ne sait pas où ils sont. Leurs parents qui sont obsédés par le travail sont aux abonnés absents. Les parents des parents, finalement, les seniors sont des jouisseurs qui font rien d'autre que jouir. Bon, vous me direz, ça passe le temps quand même. Hein, 25 ans de retraite à jouir, ça peut être pas mal. Et puis leurs propres parents, qui font partie d'une génération où tout a disparu autour d'eux, critiquent la totalité des autres générations. Alors effectivement, vu comme ça fait un peu lourd, hein, je suis d'accord, mais effectivement, alors c'est une caricature parce que c'est bout à bout, mais c'est que des trucs que j'ai entendus tout au long de ma vie, sur le fait que les autres générations, franchement, elles font n'importe quoi. Hein, donc, et tout ça parce qu'on construit nos stéréotypes à partir de notre propre vécu générationnel. Donc, les actions particulières qui sont menées, les actions dites intergénérationnelles, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus, là. J'en peux plus. Avec des publics captifs. Hein, alors, les publics captifs, c'est le public de l'EHPAD et les enfants de l'école qu'on amène voir des vieux manger. Moi, je me souviens, un jour, j'étais dans un EHPAD, ils avaient fini leur goûter, 20 gosses qui descendent en courant dans l'escalier. Je me suis dit, toi, tu vas finir avec un col du fémur. Voilà, ils viennent, ils bouffent, ils s'en vont, mais c'est pas de l'intergénération, ça c'est un moment de courtoisie, d'échange affectif, etc. Ça n'a rien à voir avec l'intergénération. Pour bien comprendre ça, c'est qu'il faut effectivement qu'on échange sur nos valeurs. Un enfant, il n'échange pas sur ses valeurs, il a des relations affectives avec... voilà. Donc moi ça m'ennuie, ça, si vous voulez, ces histoires, parce que en plus, c'est les générations centrales qui organisent l'intergénération entre les plus vieux et les plus jeunes. Hein. C'est-à-dire, eux, ils sont juste des pourvoyeurs, mais ils ne sont pas acteurs dans l'intergénération. Hein. Donc là, il va peut-être falloir revoir les choses de cette manière-là. Je rappelle simplement, effectivement, quand je dis que c'est un phénomène nouveau, c'est que le terme d'intergénération est rentré dans le dictionnaire dans les années 80. D'accord ? Donc c'est tout nouveau. Hein. L'intergénération dans le secteur médico-social, c'est 1993 le début. C'était hier. Hein. Donc on est bien en train d'inventer quelque chose, hein, et il faut arrêter un peu avec ces histoires d'actions intergénérationnelles qui sont souvent des actions interâges plus que des actions intergénérationnelles, voilà, qui sont des actions beaucoup trop courtes à mon avis, beaucoup trop limitées pour pouvoir faire de l'acculturation, c'est-à-dire échanger des valeurs, des modes de vie, etc. J'aime bien l'intervention qui sera faite sur ce que vous faites voilà, autour de votre association, parce que là, on a du temps pour se comprendre, pour intégrer la manière dont l'autre voit le monde et a envie de le partager. Voilà. Et la plupart des actions intergé qui sont organisées, en fait, renforcent les stéréotypes. Parce que quand vous faites un échange entre des vieux qui sont censés pas se servir de leur nouvelle technologie, hein, et des jeunes qui sont censés ne pas savoir l'histoire, vous ne faites que renforcer les stéréotypes. En fait, il faudrait inverser, il faudrait croiser l'échange de connaissances, hein,
pour faire en sorte que ce soit effectivement... Parce que moi, j'ai connu à l'Université du Temps Libre, que j'ai dirigé pendant un certain nombre d'années, j'ai connu effectivement des informaticiens chevronnés qui étaient à la retraite, hein, mais qui ne se présentaient jamais comme des gens chevronnés. Hein, parce qu'il y avait la marque de la génération en disant « on se débrouille », mais qui étaient très très performants. Hein. Donc voilà, je crois que faire de l'intergénération, moi vous me dites demain, tu viens faire de l'intergénération, sincèrement je ne viens pas. Non, je ne viens pas, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si vous me dites, tu viens échanger sur telle et telle chose, il y aura toutes les générations de présentes, alors là, oui, je viens, oui, je veux bien le faire. Hein. À l'Université du Temps Libre, on avait monté une activité de développement photo argentique avec un lycée. Hein. Ils avaient 50 ans, un peu plus, même pour certains, de différence. Et ils étaient... comme des coqs en pâte, ils se sont mis à se tutoyer tout de suite, à discuter, parce qu'ils avaient la même passion. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a à échanger, qu'est-ce qu'on a envie d'échanger, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Et si ça peut se placer de manière intergénérationnelle, c'est génial. Parce qu'imaginez, bon, moi, voilà, je suis arrivé avec mon blouson de moto, je suis motard, et effectivement, devant la boîte de jazz, ça m'est déjà arrivé, j'ai arrêté ma moto, et un jeune qui est venu, il me dit « la bécane que t'as !» Et puis on a discuté pendant un quart d'heure sur le bord du trottoir, ou sur le lieu d'activité, à côté du lieu, sur la place principale de Bordeaux, avec un monsieur qui me parlait de sa terreau, etc. Donc j'ai envie d'échanger sur quoi ? Hein, j'ai envie de partager quoi ? L'art. Je pense toujours à Myrtille, qui était guide au CAPC à Bordeaux, et sa grand-mère, elle était à l'Université du Temps Libre, elle suivait des cours d'histoire de l'art. Et un jour, je suis allé voir Myrtille pour organiser des activités pour l'Université du Temps Libre, elle me dit « Ah ben je la connais, votre Université du Temps Libre. Ma grand-mère, sans arrêt, elle me parle de ça. » Et puis elle veut me faire des cours d'histoire de l'art parce qu'elle les suit à l'Université du Temps Libre, tout ça. Et puis du coup, derrière ça, il y avait tout un humour, mais en même temps quelque chose de très profond, de très affectif sur le fait que la grand-mère, elle s'était mise à l'histoire de l'art parce que la petite fille était docteur en histoire de l'art. Et Myrtille me dit à un moment donné, je lui dis « Mais mamie, moi j'ai un doctorat d'histoire de l'art. » Voilà. Et je trouvais ça, et on sentait qu'il y avait quelque chose de plaisir d'échanger autour de cette matière entre deux générations. Et puis je finis sur une autre anecdote pour ne pas prendre toute la parole. Je pense à une anecdote que je raconte souvent. Je pense à un retraité qui était à l'Université du Temps Libre et qui est allé avec son petit-fils sur un forum qui se tenait à la mairie de Pessac. Et il y avait un atelier d'informatique. Et le grand-père, il rencontre un de ses amis qui est retraité aussi, et qui est aussi un passionné d'informatique. Puis je revois le grand-père quelques temps après, et il me dit « Ah ben c'était bien votre forum là, c'était super. Hein. Maintenant mon petit-fils, il voit plus souvent l'ami de son grand-père que son grand-père lui-même. Hein. » Mais oui, qu'est-ce que j'ai à partager ? Ils se sont trouvés effectivement à avoir envie de partager autour de ça. Hein. Il ne suffit pas d'avoir des liens familiaux, il ne suffit pas d'avoir des liens de proximité, etc. Qu'est-ce que j'ai envie d'échanger ? Juste un petit mot pour dire que l'organisation sociale ne nous facilite pas la vie intergénérationnelle, parce nous sommes tous les habitants du même temps, mais on vit tous dans des replis différents du temps. Si vous sortez de chez vous à 8h, à 10h, à 14h, à 16h, à 20h, vous ne rencontrez pas les mêmes gens. On vit tous dans des replis en fonction de nos générations, dans des replis différents du temps. On vit aussi dans des espaces sociaux qui sont marqués par les générations. Il y a des quartiers qui sont très générationnels, un milieu rural ici aussi. Et puis on est aussi sur des propositions économiques, hein, je pense à tout ce qui est tarif préférentiel, qui nous divisent. Et oui, vous avez une carte senior, vous ne pouvez pas voyager nécessairement au moment où vous avez une carte famille, où vous avez, etc. J'avais proposé à l'époque à la mairie de Bordeaux en disant arrêtez avec ces cartes seniors, avec ces cartes jeunes, faites des cartes intergénération pour la visite des musées, etc. Voilà. Peut-être on a aussi une organisation sociale qui a besoin de bouger un peu autour de ces questions générationnelles. Voilà, merci. Merci. Merci d'avoir presque tenu le pari. Merci beaucoup.
Alors, j'ai envie de dire, tu ne l'as pas prononcé tout à l'heure sur la question de l'intergénérationnel. Est-ce que la réciprocité n'est pas le principe fondateur de l'intergénérationnel? Ah oui, bien sûr. Pour moi, l'intergénération, c'est une dynamique sociale, effectivement, qui va dans tous les sens. Là, on est sur quelque chose là où on est en plurigénérationnel. Il y a des différentes générations qui sont présentes. Si à un moment donné, effectivement, on est amené à échanger durablement avec l'ensemble des personnes, ça devient quelque chose d'intergénérationnel. Il faut qu'il y ait une dynamique. C'est pour ça que je pense que les actions de longue durée, comme celles qui sont menées par SC2S, sont des actions qui sont vraiment très intéressantes de ce point de vue-là, parce qu'il faut du temps, il faut des échanges, il faut rééchanger encore, comme on le fait d'ailleurs à l'intérieur de notre groupe familial. Et puis j'ai juste oublié un petit truc, ou je l'ai peut-être dit d'ailleurs au départ, je ne sais plus, c'est qu'on interroge sans arrêt l'intergénérationnel, on n'interroge jamais l'intragénérationnel. Quand on nous parle du lien social et de la solitude, on dit il va falloir mettre en place des actions intergénérationnelles. Ah bon? Et l'intragénérationnel, alors on ne le questionne jamais? C'est pas à l'ordre du jour? Ah ouais, je trouve ça étrange, moi. Je pense que Stéphanie aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je l'attends fortement sur le sujet de l'intragénérationnel. La parole maintenant à Sarah. Comment ça se passe alors, ton expérience auprès des seniors dans le cadre de ce service civique senior? Oui, déjà je rejoins tout à fait les propos qui ont été dits juste avant. Faire de l'intergénérationnel pour faire de l'intergénérationnel, pour moi ça n'a aucun intérêt. Ça m'est arrivé parce que j'avais voulu faire un habitat partagé sur Toulouse, et en fait il y avait tout un contrat avec la relation que je devais entretenir avec la dame avec qui j'allais habiter. Du genre, fallait que j'aille faire les courses, faire à manger, etc. Et je me souviens que ça m'avait tout à fait déplu parce que pour moi, cette relation, elle doit être naturelle et pas forcée ou contractualisée. Donc, je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été dits. Donc, moi, je m'appelle Sarah Planchon, j'ai 24 ans. Je viens de terminer un master d'anthropologie qui parle du tiers-lieu en EHPAD. Et juste avant ça, donc en effet, j'ai fait un service civique solidarité senior d'1 an, donc de septembre 2023 à juin 2024. Et je pense que je vais surtout m'appuyer sur cette expérience aujourd'hui. Donc, le service civique solidarité senior, c'est un dispositif national d'engagement volontaire qui permet aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans de réaliser une mission de 6 à 12 mois pour, je cite, lutter contre l'isolement des personnes âgées, donc en EHPAD ou à domicile. Donc ça a été une super expérience pour moi, donc je pourrais en parler plus longuement si vous voulez qu'on échange, mais notamment une des missions du coup de SC2S, c'est de changer le regard des jeunes avec ces missions. Donc le but c'est que en fréquentant ce public, on change d'avis et d'opinion, et notamment de lutter justement contre l'agisme ou les stéréotypes qu'on peut avoir envers cette génération. Mais donc moi, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je remercie le CNAF pour cet événement, notamment pour représenter aussi ma génération, qui est une génération que je trouve particulièrement engagée. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais aborder plus avec vous la question de la représentation qu'une génération peut avoir sur une autre, et comment ça joue vraiment dans justement l'intergénérationnel notamment. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur un petit podcast que j'ai animé qui s'appelle Décalage, dans le cadre d'un projet associatif que j'ai lancé qui s'appelle Mémoire inaudible, et qui vise à collecter en fait la parole des personnes âgées en EHPAD autrement que par le langage. Et donc pendant ce podcast, je m'étais entretenue du coup avec d'autres jeunes de mon âge pour essayer de comprendre les différences qu'il pouvait y avoir entre les générations. Et on en est arrivé rapidement à la question de la représentation, notamment dans les médias, et donc comment cette représentation médiatique pouvait impacter, on va dire, les relations entre les générations. Et donc je me souviens, il y avait notamment un jeune qui donnait l'exemple donc, de Mamie Suze. Je ne sais pas si vous avez la référence, c'est dans les Tuches. Et donc Mamie Suze, voilà, c'est la grand-mère alcoolique qui a son chien empaillé et qui parle une langue incompréhensible, donc le vasnik. Je m'excuse si je ne le dis pas bien. Et donc cette notion, voilà, de parler un langage différent, ça justement, ça caractérise bien aussi cette altérité qu'on peut avoir dans une certaine génération. Et donc c'est cet exemple qui lui est venu quand il pensait aux personnes âgées. Et donc je pense que la question de la représentation, ça peut être un vrai levier pour réfléchir à l'intergénérationnel.
notamment dans la littérature. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux BD qui pouvaient exister, qui étaient intergénérationnelles. Donc, pour en donner qu'un exemple, il y a celle de Marc Solal et Pierre Pratt qui s'appelle « Jamais, jamais ». Et donc ça raconte l'histoire d'un petit-fils qui dit moi plus tard, je veux pas avoir de lunettes, je veux pas ronfler, je veux pas avoir de gros ventre, je veux pas m'endormir devant la télé. Et en fait son grand-père toque à la porte et rentre, et en fait il dit finalement j'aimerais bien être comme lui quand je serai grand. Et donc voilà, c'est toutes ces représentations qui seraient intéressantes à questionner. J'avais une autre jeune qui était illustratrice et qui avait l'idée, par exemple, aussi d'animer un atelier donc, entre jeunes et plus anciens, et en fait de se dessiner mutuellement pour voir quels stéréotypes pouvaient ressortir et en discuter ou du moins s'amuser autour de ça. Et donc pour revenir un peu à C2S, pour moi ce qui en fait vraiment la force en effet c'est les temps de qualité qu'on peut avoir dans le cadre de ces missions. Déjà parce que c'est des missions à long terme, donc c'est pas juste une après-midi, on va dans un EHPAD, on est avec les personnes âgées et on rentre chez nous après. Parce que pour moi en plus ça peut être vraiment négatif pour les personnes. Il faut savoir que voir autant de monde passer qui connaissent pas, personne n'aimerait ça, même moi j'aimerais pas que chez moi, quelqu'un vienne tous les jours faire une activité différente. Enfin, c'est pas propre à ce public-là. Et donc voilà, c'est une mission longue. Moi, elle a duré 1 an et ça laisse vraiment le temps du coup d'apprendre à se connaître déjà, ce qui n'est pas du tout évident. Et moi, je me suis rendu compte que, au-delà d'un statut de jeune en service civique, j'étais avant tout juste la fille ou la petite fille de quelqu'un en fait, et que on prend des rôles. Justement en laissant cette relation naturelle se faire. Et donc je pense que c'est là où vraiment la relation est possible et se fait, c'est juste en la laissant tout simplement se faire. Et j'insiste vraiment sur le caractère réciproque de l'intergénérationnel. On parle trop souvent, et notamment des fois à C2S, du fait que c'est les jeunes qui vont apporter quelque chose aux personnes en EHPAD ou à domicile. Pour moi, soyons clairs, ces personnes elles m'ont apporté plus que ce que j'ai jamais reçu de la part de quiconque. Donc vraiment pour moi, j'insiste sur ça. L'échange, il est à 2 et l'intergénérationnel, ça doit vraiment pas être de l'assistanat, vraiment, parce que sinon pour moi, les motivations sont mauvaises et personne n'aimerait ça. Voilà. Tu peux peut-être préciser, donner un exemple illustré? Oui, merci. Oui. Est-ce que tu peux illustrer justement ce que tu as reçu de ces personnes? Oui. Alors, j'ai reçu beaucoup de choses, mais du coup, c'est très personnel d'en parler parce que c'est très intime aussi. Même si c'est des choses qui paraissent lambda, mais juste c'est une relation qui a été très forte pour moi, qui fait mon engagement aujourd'hui sur plein de points. Faudrait que je vous trouve une personne quand même. Une personne. Oui, j'ai eu une relation très particulière avec une dame qui avait donc 98 ans. Donc là, on est sur 2 mondes qui peuvent paraître très différents. Et pourtant, en plus, cette dame était non communicante, donc elle ne parlait plus. Et donc notre relation, elle s'est d'abord faite où j'allais du coup dans sa chambre les matins, où je me prenais littéralement des vents parce que elle me calculait pas du tout. J'ai continué à y aller tous les matins, donc je prenais mon journal, j'allais lire le journal, je lui faisais des petits massages aux mains. Et à un moment, je me souviens un jour, je suis allée on allait lire, enfin je lui ai montré un livre illustré, je lui ai lu, etc. Elle s'est endormie avec moi, et les jours qui ont suivi, elle me reconnaissait quand je rentrais dans la chambre, alors que bon, elle reconnaissait, enfin en soi, elle prêtait pas attention à grand monde. Et j'ai commencé à avoir du contact avec elle, donc même visuel. Elle m'a pas parlé, mais franchement, c'était bien plus fort que ça. Et où à la fin, du coup, on se reconnaissait juste dans la même pièce. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Mais celui avec cette dame, il m'a particulièrement marqué. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut vraiment juste aussi être curieux. Moi, quand on me parle de crise intergénérationnelle, j'arrive pas à le comprendre parce que je comprends pas de qui part la crise, et notamment les réticences qu'il y a d'un côté ou de l'autre, parce que les peurs, elles sont des 2 côtés. Il y a des a priori des 2 côtés. C'est pas que c'est pas que les jeunes qui avons des réticences. Pour moi, c'est pas le cas.
Et donc, si on est deux dans ça, il faut qu'on soit deux à surmonter ça. Donc, d'où encore le caractère réciproque. Et donc, ouais, je pense que c'est le point le plus important. Mais en tout cas, je connais plein de jeunes, dans mon cas, qui n'ont aucun souci avec les personnes plus âgées qu'elles. Au contraire, que ce soit intrafamilial ou non. Mais du coup, je pense qu'il faut faire très attention à ce discours-là, à ne pas se monter les uns contre l'autre, parce que vraiment, il n'y a pas de raison à ça. Donc voilà, c'était important aussi d'être là aujourd'hui pour moi, pour dire ça. S'il y a des personnes qui pensent l'inverse ou qui vivent l'inverse, ce que je peux croire et comprendre, je pense que voilà, beaucoup de choses viennent des représentations qui sont véhiculées. Donc avoir une prise de recul par rapport à ça et se rencontrer tout simplement. Voilà. Alors, peut-être juste... Bon, allez. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller travailler auprès des personnes âgées, de t'investir en EHPAD, voilà. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qu'il y a derrière, sans entrer dans ta vie personnelle, intime? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui me la posent parce que, même quand je faisais mes études, je disais que je travaillais en EHPAD. Il y avait beaucoup de gens qui me regardaient, qui ne comprenaient pas. Il faut savoir du coup qu'à 19 ans, je me suis retrouvée dans un premier emploi étudiant en EHPAD pendant le Covid. Donc ça a duré 1 an, c'était en parallèle de ma licence qui était à ce moment-là à distance. Donc les seules personnes que je voyais, c'était les personnes de l'EHPAD. Et donc cette année, forcément, elle a fortement marqué tout ce qui a suivi. Je me suis retrouvée là un peu par hasard. Et au final, du coup, il y a un lien qui s'est créé que j'ai jamais pu oublier, surtout dans ce contexte-là. Et donc où après, je ne me voyais pas être ailleurs et où j'avais trouvé ma place. Mais bien sûr que j'avais beaucoup d'appréhension avant de rentrer en EHPAD, que je ne savais pas à quoi m'attendre. Juste, je pense que je ne me méfie jamais de... Enfin, j'ai jamais pensé, j'ai jamais craint, entre guillemets, l'EHPAD. Et malgré toutes les représentations qu'il y a autour, qui sont bien pires encore que celles dont on parle. Voilà, moi j'ai trouvé autre chose en EHPAD. J'ai trouvé d'autres personnes que ce qui avait été dit ou annoncé. Et donc juste voilà, l'EHPAD c'est pareil. Je pense qu'il faut y aller, il faut rentrer, il faut se rendre compte de ce que c'est. Je dis pas que c'est évident ou que c'est le meilleur milieu, mais en tout cas la relation elle est tout à fait possible aussi. Donc voilà, moi en tout cas j'ai trouvé ma place ici assez naturellement. Merci. Alors, la parole maintenant à Muriel. Je pense que tu as à la fois une expérience personnelle d'intergénérationnel, dont tu parleras mieux que moi. Et ce qui m'intéresse aussi par rapport au projet du CNAV Strasbourg, c'est que vous êtes en train de travailler sur les représentations, justement les préjugés à l'égard de la vieillesse, en envisageant ce que vous appelez des collaborations intergénérationnelles. De quoi s'agit-il ? Bonjour, donc moi je m'appelle Muriel Pascal, je viens effectivement de Strasbourg où depuis l'année dernière nous avons créé un bureau local pour le CNAV. L'expérience personnelle que je peux avoir pour l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis tout le temps. Avant d'être retraitée, j'étais instite puis directrice d'école maternelle, donc j'ai été confrontée depuis très longtemps à avoir des relations avec de jeunes enfants qui sont amenés très souvent à vous parler de façon très cash, parce que devant vous, vous avez des gamins qui pensent que vous êtes déjà vieille. Par exemple, j'ai eu des enfants de 4 ou 5 ans qui m'ont demandé si, quand j'étais petite, j'avais rencontré des dinosaures, s'il y avait déjà l'électricité quand j'étais petite, et ce genre de choses. Donc ça vous amène à avoir du sens de l'humour et un petit peu de distance. Voilà. Et une fois que j'ai pris ma retraite, j'ai eu envie, moi, la transmission, ça a toujours été quelque chose qui a beaucoup compté. Et je me suis dit que ce n'était pas parce que j'étais plus devant une classe que je n'avais pas envie de transmettre. Donc mon projet, c'était de rester en lien avec des gens plus jeunes. D'abord pour ne pas devenir une vieille ronchon, parce que quand on fréquente trop les gens du même âge, on a tendance à, un petit peu comme avec les algorithmes des réseaux sociaux, à se renvoyer les mêmes trucs, qui pensent les mêmes choses.
et on finit par considérer que tous ceux qui ne pensent pas comme nous sont nos ennemis, et a fortiori quand c'est des plus jeunes, voilà, et les jeunes ceci, et les jeunes cela, et les vieux ceci, et les vieux cela. Et ça, je trouve que c'est le plus sûr chemin pour devenir vraiment un vieux crouton très ennuyeux. Donc, l'idée, c'était de me dire, bon, j'habite dans un appartement où j'ai une pièce de libre, j'aimerais bien voir comment ça peut faire de cohabiter avec quelqu'un d'une autre génération. Donc j'ai eu la chance de passer par une association qui a procédé à une espèce de casting, c'est-à-dire que j'avais un petit peu listé la personne avec qui j'avais envie de partager, et j'ai été mise en relation avec un jeune homme, un jeune actif, qui faisait une alternance dans la communication, ça tombait bien. Et donc, il est venu habiter chez moi depuis l'année dernière au mois de septembre. Donc, ça a duré 1 an. Et j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, nous avons peut-être, j'espère que lui pense qu'il a eu beaucoup de chance aussi, c'est ce qu'il me dit. C'est que le courant a tout de suite très bien passé. Il pensait au départ avoir affaire à une très vieille dame, puisqu'il m'a demandé s'il devait m'aider à faire des courses, à porter les packs de flotte, etc. Et je lui ai dit que non, ça allait, je me débrouillais. Et en fait, nous avons été très souvent amenés à discuter, par exemple, devant la télévision. Moi, je regardais plutôt quelquefois les infos. Lui s'informait sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons échangé ces canaux d'information. Nous avons regardé des films en commun, parfois des vieux films. Nous avons eu l'occasion, par exemple, de parler de Monte Cristo, qui est sorti l'année dernière. Et il se trouve qu'il n'avait jamais entendu parler de Monte Cristo ni d'Alexandre Dumas. Donc, à Noël, je lui ai offert le bouquin. Voilà, nous avons été amenés comme ça à discuter de choses. Donc, je me suis rendu compte aussi que ma culture, ce qu'on pensait être nous, la culture avec un grand C, eh ben, ce n'était pas du tout ce qui l'intéressait lui, mais lui, il avait d'autres sujets d'intérêt. Ça a été très enrichissant. C'est contraignant aussi quand on vit avec quelqu'un qui a l'âge d'être son petit-fils, de partager le même espace, de ne pas avoir les mêmes habitudes alimentaires. Il y a tout un tas de choses comme ça, avec beaucoup de lucidité. On se dit, c'est pas quelque chose de tout à fait évident. Il faut quand même faire des efforts. Mais au bout du compte, ça reste très, très positif. Et franchement, je trouve que ça a été extrêmement enrichissant. En tout cas, lui, c'est le message qu'il m'envoie, à savoir qu'il a passé une super année. Et la preuve, c'est qu'il aimerait bien jouer un peu les prolongations. Et c'est moi qui dis, stop, j'aimerais bien récupérer pour quelque temps mon espace. Parce qu'en fait, partager un espace, c'est ça. Pour être un peu pédante, Virginia Woolf, une chambre à soi, on a besoin d'avoir de temps en temps une occasion de repli dans son espace, dans son lieu, et pas d'avoir toujours quelqu'un dans les pattes avec qui partager, pas avoir envie de regarder la même émission de télé, ou qui vient squatter la pièce parce qu'il y a plus de réseau dans ma pièce que dans sa chambre, etc. Mais bon, ça fait partie des petites choses qu'on doit gérer. Et pour rebondir sur le projet CNAV, nous avons eu l'occasion, en tout début, une de nos premières opérations était de faire un micro-trottoir à Strasbourg, dans différents lieux, un marché, l'université de droit à Strasbourg, un centre commercial où il y a énormément de passages de jeunes, et la question principale était comment vous percevez les vieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être vieux ? Est-ce qu'il y a parmi votre entourage un vieux ou une vieille qui a compté pour vous ? Quels sont les stéréotypes que vous avez sur les vieux ? Est-ce que vous pensez que les jeunes et les vieux ont des choses à s'apporter ? Ce genre de choses. Nous en avons fait un petit film. Et demain, du reste, j'ai un atelier où j'ai apporté ce petit film. Et ce sera l'occasion d'en débattre et de discuter. Et parallèlement à ça, j'ai participé, organisée par la ville de Strasbourg, à une table ronde où j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune doctorant dont la thèse portait sur l'agisme. Donc l'agisme, c'est la ségrégation par l'âge. Et c'est la principale ségrégation qui existe avant les problèmes hommes-femmes, avant les problèmes de couleur.
les problèmes entre les générations et tous les clichés et toutes les représentations qu'il y a par rapport à l'âge. Donc, ce jeune homme a élaboré un jeu participatif, donc, qui met en scène un jeune, un vieux, ou une vieille et un jeune. J'y ai participé, et donc c'est une espèce de jeu un peu en style enquête policière. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment s'établit la coopération. Si on s'échange des idées, si on joue chacun de son côté, si on a envie de partager les indices. Et donc, ça va étayer un petit peu sa thèse. Et nous allons le rencontrer de nouveau à notre réunion CNAF de rentrée le 8 octobre, parce que nous avons un projet pour étendre un petit peu ça et faire en particulier une formation entre nous, déjà le bureau CNAV, et les gens qu'on va rencontrer, essayer de mettre en place une formation, des ateliers pour pouvoir collaborer, pour déceler tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui correspond à ça, à l'agisme, dans nos propos de tous les jours, les jeunes ceci, les vieux cela. Par exemple, un des propos qui avait été retenu lors du micro-trottoir, c'est « Ah ben les mamies, elles sont toujours devant les magasins à 7h du matin ou à 8h du matin, comme si elles n'avaient pas un autre moment pour faire les courses. Ah ben les papiers et les mamies, quand on sort du lycée, ils sont là dans nos pattes, nous on est crevés, on voudrait bien s'asseoir, puis il faut leur laisser la place, sinon elles râlent. » Voilà, ce genre de choses. Et donc, voilà, donc c'est le projet que nous avons. On ne sait pas encore la forme qu'il va prendre, mais c'est un projet qui nous intéresse énormément. Et moi, ce que j'aime, plutôt que ce mot un petit peu tarte à la crème de intergénérationnel, c'est tout simplement faire société. Actuellement, on ne parle plus de faire société, on oppose les gens sans arrêt. Nos politiques prennent un malin plaisir à faire ça. Les hommes contre les femmes, les religions les unes contre les autres, les jeunes contre les vieux, etc., etc. Alors que pour que la vie soit belle, il faut qu'on vive ensemble. Et que l'idée, c'est quand même que ça se passe de la meilleure façon possible. Voilà. Merci Muriel. Et Stéphanie de l'association Les Cheveux Blancs va terminer ce tour de table. Et j'imagine que tu vas parler de ton association. Mais pourquoi cheveux blancs et pas cheveux gris comme on pourrait l'imaginer dans le politiquement correct? C'est rare qu'on se revendique des cheveux blancs. Ça marche? Oui, ça marche? Allume peut-être et c'est le voici. Ça marche, non? Raymond, si vous me permettez, avant de répondre ou de tenter de répondre à vos multiples questions, j'avais envie en fait d'abord de vous dire merci, de vous dire bravo. Bravo pourquoi? Bravo en fait pour organiser ce deuxième contre-salon des vieux et des vieilles. Je vous suis en fait je suis le CNAF depuis 2022. J'étais au premier contre-salon à Paris. Vous déployez une énergie considérable, remarquable en fait, pour faire bouger les lignes sur le grand âge. Vous nous inspirez, vous nous donnez envie de continuer à, j'ai envie de dire, militer et à défendre la cause des plus âgés. Et en ça, merci beaucoup. Vous avez pris, j'ai envie de dire, vous avez pris la parole, vous prenez de la place. Il était temps de prendre la parole et de prendre cette place. Alors j'ai envie de dire, maintenant il faut monter le son, il faut y aller. Tous avec nous alors. Hein. Comment ? Tous avec nous. Bien évidemment. Et puis ensuite, merci de donner l'occasion à une association comme celle des Cheveux Blancs, qui est une jeune association. Alors, on dit souvent qu'on est une start-up sociale, une association qui a 3 ans, qui est à la fois une association militante et professionnelle, je vais vous le décrire. Mais merci de nous donner l'occasion en fait, de rendre visible ce qu'on peut faire. On n'a pas souvent cette chance, et donc du coup, merci au préalable. Voilà. Maintenant, je vais essayer de répondre aux questions de Raymond. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc, nous avons cofondé, je suis à l'initiative de la création de l'association Les Cheveux Blancs en 2022. Je l'ai cofondée avec 20 autres citoyens et retraités,
tout sensibles à la cause et à la question du grand âge, avec cette volonté-là de faire aussi bouger les lignes à notre niveau. Au début, on nous prenait un petit peu, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vraiment on nous prenait au sérieux, puisque notre idée, c'était vraiment de valoriser les besoins de lien social des plus âgés pour à la fois leur redonner une place dans la cité et préserver leur autonomie. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'au bout de 3 ans, on commence en fait à nous prendre au sérieux, qui plus est avec la place que nous donne le CNAV. Nous sommes toujours en fait sur cet objet social-là, et nos convictions premières, ou en tout cas nos constats, sont les suivants. C'est qu'en effet, cette transition démographique pose la question en fait du vivre ensemble. Et vous l'avez déjà souligné. Hein, comment on fait pour vivre avec autant de vieux et de vieilles? C'est bien cette question-là, c'est vraiment un enjeu structurel de cohésion sociale et du vivre ensemble. Donc comment on fait? Comment on réinvente un peu, alors je n'ose pas utiliser des grands mots sociologiques, mais un peu cette idée de contrat social quand même. Comment fait-on pour que chacun trouve sa place et pour que chacun aussi soit valorisé? Je vais reparler de cette logique de l'agisme. Pour nous, à l'association Les Cheveux Blancs, la question en fait, de la vieillesse, bien évidemment qu'il y a une question médico-sociale, qu'il y a cette question-là de la dépendance, mais pour nous, la question de la vieillesse est surtout et avant tout une question citoyenne et sociale. Pour vieillir en santé, selon nous également, il est fondamental de vieillir en relation. D'accord ? Nous sommes des êtres par définition sociaux, et donc cette question-là, en fait, de vieillir en relation est fondamentale pour vieillir en santé. Ensuite, cette idée-là, en fait, de défendre la cause des plus âgés, elle est venue aussi que pour nous, pour répondre à cette question du vieillissement de la population, il est nécessaire, en fait, de donner la parole aux plus âgés, aux vieux, aux vieilles, peu importe, hein, aux personnes vieillissantes, mais il est nécessaire de les écouter pour savoir ce dont elles ont besoin et pour tenter d'y répondre, et j'ai envie de dire tous ensemble, pas seulement nous, jeunes ou moyenne génération ou vieille génération. Donc vraiment l'idée de les écouter, et puis ensuite cette idée aussi de revisiter le regard que nous pouvons avoir sur le grand âge et de déconstruire, j'ai envie de dire, cette image si prégnante qui est portée médiatiquement, mais j'aimerais bien aller... tout à l'heure Edith a dit soyons impertinents. Mais j'ai envie de dire, en fait, cette image est sûrement politiquement aussi portée en disant vieux égale dépendance égale EHPAD. Mais non, arrêtons. Arrêtons, la réalité est tout autre. 90% des personnes âgées, enfin des personnes de plus de 75 ans vivent à domicile. D'accord ? Donc, ok, l'EHPAD, ok, c'est une réelle réponse, mais est-ce vraiment la seule réponse ? Non, puisqu'ils vivent tous à domicile, enfin en tout cas majoritairement. Et ensuite, sur cette question de l'institutionnalisation et de la dépendance, on voit bien que 88% des personnes retraitées sont autonomes, certes fragiles par l'avancée en âge et par les hauts de l'âge, mais elles sont surtout autonomes. D'accord ? Donc il y a vraiment cette nécessité-là, voire cette obligation que nous avons à, j'ai envie de dire, redonner, réenchanter la vieillesse et lui redonner quelque part une noblesse. Alors je parle comme ça, je ne sais pas si c'est très bien compris, mais en tout cas moi je me comprends là-dessus. En fait, c'est vraiment redonner en fait une image de la contribution, j'ai envie de dire, sociale, économique, politique des personnes vieillissantes dans notre société. Et là-dessus, je vais me permettre en fait de faire une petite digression parce que j'ai eu une grande satisfaction à lire le dernier rapport du Conseil de l'âge que j'ai amené. Mais l'idée, c'est pas vous le lire en entier, vous inquiétez pas. Mais ce rapport s'intitule « La participation et la contribution économique et sociale et environnementale des seniors, revisiter et renouveler le regard sur l'âge ». Là, tu te dis « Waouh, chouette ! Qu'est-ce qu'ils nous disent ?» Eh bien, ils nous invitent tous à nuancer le préjugé selon lequel les vieux et les vieilles seraient une charge nette et de reconnaître que les vieux et les vieilles, comme moteurs d'action collective, comme créateurs de valeur, comme acteurs essentiels de leur entourage et de leur communauté, et de reconnaître également l'effet protecteur de la participation sociale sur le recul des besoins d'aide à domicile. Ouf, enfin, on y est. Oui, on a besoin en fait des vieux et de vieilles dans notre société, et c'est bien l'idée en fait de les mettre en valeur et de valoriser leur contribution. Donc nous voilà quand même, ça avance. Hein, voilà, ça c'est rassurant. Pour parler concrètement des actions que nous menons, alors elles se centrent tout autour en fait de la lutte contre l'agisme et de la lutte contre l'isolement social.
puisque, vous le savez tout un chacun, hein, puis ça aussi, ça avance bien, hein, dans l'esprit collectif, que l'isolement social entrave une vieilleuse heureuse, précipite la perte d'autonomie, d'accord, et qu'elle a des effets considérables sur la santé physique et le bien-être des plus âgés. Être en relation est un besoin existentiel fondamental, et c'est pas parce qu'on est vieux ou vieille qu'il est nécessaire, ou en tout cas qu'il est concevable d'y renoncer, bien au contraire. Donc concrètement, notre association, qu'est-ce qu'elle fait? On fait des actions de sensibilisation citoyenne. On accompagne des personnes âgées isolées à sortir de la solitude en allant vers elles, en prenant le temps d'être avec elles, de les connaître. Cette notion de temporalité dans l'accompagnement est fondamentale, d'accord, en tout cas pour nous, et analyser en fait leurs besoins personnels pour justement les amener en fait vers des actions et j'ai envie de dire une offre sociale qui correspond à leurs besoins personnels. On n'a pas tous besoin de la même chose, enfin, tout temps jamais, on n'a jamais eu besoin de la même chose. Et encore une fois, il y a une réponse à la sortie de l'isolement qui est propre à chacun. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous formons les professionnels. Alors aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux, mais on commence à travailler également avec les services d'aide à domicile pour justement améliorer, là je parle surtout des gardiens d'immeubles, améliorer leur compréhension en fait, du vieillissement, les sensibiliser au repérage des fragilités pour que derrière, en fait, ils puissent, eux, faire des signalements ou avoir des réponses aussi adaptées. Et en ça, en fait, c'est à ce moment-là qu'on considère les gardiens d'immeubles comme de véritables citoyens également et non pas, en fait, comme des jobs techniques. Voilà, ça c'est notre association. Pour, j'ai envie de dire, faire le lien avec l'intergénérationnel et l'intragénérationnel, j'y arrive. Alors, on fait, nous, une action intergénérationnelle, classique, mais pas si classique que ça, où notre idée, en fait, c'est que les vieux et les vieilles aillent dans les écoles. D'accord. L'idée, c'est pas que les enfants aillent dans les EHPAD, classiquement, c'est que les vieux et les vieilles aillent dans les écoles pour, justement, éclairer, j'ai envie de dire, les enfants sur ce que c'est être vieux aujourd'hui. D'accord, mais également éclairer les vieux et les vieilles sur ce que sont les enfants aujourd'hui. Quelles sont les conditions en fait d'école aujourd'hui? Comment ça se passe l'école aujourd'hui? Donc nous appelons ça à la rencontre des cheveux blancs parce que ces rencontres sont largement inspirées de la rencontre des papotins. Je pense que certains connaissent. Et l'idée, c'est vraiment que ces enfants puissent poser toutes les questions qu'ils le souhaitent à ces personnes d'un certain âge. On est entre 85 et 90, donc on est vraiment dans le grand âge. Et l'idée, c'est de poser des questions sans filtre. Vous posez toutes les questions que vous voulez, chers enfants. Ça donne des pépites qu'a pu remarquer Raymond. Et je dois dire, en fait, que les questions parlent à la fois de l'école d'autrefois, d'accord, parlent également de leur enfance. Donc, on parle en effet de la guerre. Est-ce que, madame, vous avez connu Hitler? Non, pas vraiment, mais en effet, j'ai connu la guerre. Et on parle également de l'école, les punitions. Ils ont souvent entendu dire en fait que l'école est très dure avant, qu'on les tapait, que les maîtresses n'étaient pas gentilles. Bon, mais c'est là aussi l'idée en fait de déconstruire toutes ces idées-là. On y parle aussi de la vie d'avant, de l'hygiène, de l'autonomie que pouvaient avoir aussi les enfants avant, en fait, le fait d'aller tout seul à l'école, d'accord, sans que les parents s'en inquiètent. Donc il y a toute cette espèce d'échange, d'accord, entre ce qu'était d'être enfant hier, ce que c'est que d'être enfant aujourd'hui. Et puis l'idée, en fait, bien évidemment, de parler de la vieillesse. C'est quoi être vieux? Plusieurs enfants ont évoqué le fait qu'ils ont eu peur, en fait, quand ces personnes-là sont arrivées, en fait, qu'elles meurent dans la classe. Voilà, donc c'était un peu impressionnant, mais c'était aussi l'idée, en fait, de les rassurer en disant non, je ne vais pas mourir. Non, je suis là, je vais bien. Voilà. À ce jour, on a fait ça sur Bordeaux Métropole. On organise également ces rencontres des cheveux blancs sur Libourne. En tout cas, c'est surtout la Gironde. On a vraiment développé en fait ces rencontres des cheveux blancs sur la ville de Bordeaux. Et je tiens à saluer le soutien du CCAS de Bordeaux et notamment en fait du Bordeaux Senior Action, dont je vois une personne au fond, voilà, qui ont lancé un appel à la ville de Bordeaux en disant s'il y a des associations qui peuvent proposer des actions intergénérationnelles originales, innovantes, merci de nous le faire savoir. Bon voilà, on a été retenus et on les remercie encore de nous avoir soutenus. Raymond, avant que je parle de l'action intragénérationnelle qui te tient à cœur, tu voulais peut-être nous partager quelques verbatims. Voilà, c'est vrai que notre rêve était que ces enfants et ces vieilles personnes puissent être là aujourd'hui pour témoigner directement. Il se trouve que ni pour les vieilles personnes, ni pour les jeunes, ce n'est possible. Donc, de manière symbolique,
on a voulu vous faire entendre un peu ce qui s'est dit lors de ces échanges-là. Donc, juste en guise d'exemple, hein, l'enfant qui dit à la vieille, « Avez-vous peur de mourir ?» Et la vieille, « Non, pas du tout, mais j'ai peur de souffrir ou de tomber dans la dépendance. » Et un autre qui demande, « Est-ce que vous vous sentez vieille ?» Et la vieille qui répond, « Je me regarde dans le miroir et même si je vois des rides, je me dis, mais pourquoi tu te plains? La vie a plein de choses à apporter. » Et les personnes ont été interrogées, les enfants aussi, pour avoir leur retour, le vécu de ces temps d'échange. Donc un enfant, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, disait, « Ah, j'avais peur qu'elle meure dans la classe. Dommage, je n'ai pas pu poser toutes mes questions. » Et un autre enfant qui dit, « J'étais content, elles ont expliqué plein de trucs que je ne savais pas. » Et dernier exemple, la vieille qui dit, « Je vous remercie de m'avoir fait vivre cette expérience. J'en suis ressorti ravi. Je ne pensais pas que les enfants auraient autant d'intérêt à ce que pouvaient leur raconter les personnes âgées. » Voilà un peu leur voix qu'on a voulu vous faire entendre. Et juste pour conclure sur ces actions intergénérationnelles, selon les classes et selon les dynamiques qu'il y a pu avoir, en fait, les rencontres en fait, se sont poursuivies. Voilà, avec notamment des activités qu'ont pu proposer en fait, les personnes intervenantes. Yvette, qui devait être là aujourd'hui, s'excuse platement. Elle a eu une session kiné ce matin qui lui a fait trop mal aux pieds. Du coup, elle ne pouvait pas venir, mais elle s'excuse platement. Et puis enfin, peut-être dire quelque chose en fait, sur le financement de ces actions-là, qui sont compliquées pour une association. Même si elles ont une vocation citoyenne, il est très compliqué aujourd'hui de faire de l'intergénérationnel parce que, en fait, finalement, on a une espèce de cloisonnement des financements publics, voyez. Donc, si vous vous adressez au financement public pour les vieux, on vous dit « Ah, mais non, c'est pour les jeunes », et quand vous allez voir pour les jeunes, en fait, les financements publics, « Ah, mais non, c'est pour les vieux ». Donc là, on a une réelle difficulté à prolonger ces rencontres des cheveux blancs, et pour autant, les écoles nous rappellent en disant « Revenez », et on revient. Voilà, donc simplement pour vous dire ça. Alors, je joue mon rôle de régulation. Je suis trop longue. Encore quelques minutes, oui. Wow. 2 minutes, 3 minutes pour finir. J'y vais à fond. Donc, je vous parle de l'action intragénérationnelle que nous organisons et qui s'appelle les Tribunes des cheveux blancs. Cette action a été expérimentée en 2024 dans le cadre de la semaine de lutte contre l'isolement qu'a initié le Conseil départemental de la Gironde et Mona Lisa, et qui a été possible grâce à la coopération en fait, de 13 partenaires locaux, dont certains sont dans la salle, et notamment l'OAREI. Bref, l'idée, en fait, ça a été de mettre à la tribune des personnes âgées engagées dans le bien vieillir, d'accord, d'engager en fait dans le fait de se faire du bien et de contribuer à leurs besoins, en fait, de trouver des réponses à leurs besoins d'utilité sociale, à leurs besoins de bien vieillir, de les mettre à la tribune. Donc on met 5 personnes à la tribune qui incarnent ce bien vieillir et qui parlent à d'autres personnes âgées. Et là, on insiste sur le fait qu'il ne faut dans la salle que des personnes âgées. Alors bien sûr, on a quelques professionnels autour qui écoutent parce que très intéressés. Mais c'est bien l'idée, en fait, que ce soit des vieux qui parlent à d'autres vieux pour que ces paroles soient inspirantes, en fait. Soient inspirantes parce que cette sortie de l'isolement social, ces réponses aux problématiques du vieillissement sont vraiment personnelles. Par contre, quelle idée ou quelle bonne idée de s'inspirer de ce que font en fait les autres personnes retraitées. Donc ça, c'est l'idée originale de la tribune des cheveux blancs. On y parle de ce besoin de rencontre, du comment on s'organise. On y parle bien évidemment de l'offre aussi de chaque territoire. Qu'est-ce que propose chaque territoire ? Voilà, ça s'appelle la tribune des cheveux blancs. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne vraiment la parole. Ce sont eux qui saisissent et qui prennent la parole. Et ensuite, il y a un échange pendant 1 heure en fait, avec la salle et l'ensemble. Ça fait 5 tribunes des cheveux blancs qu'on organise. Au début, on a commencé à Bordeaux. On est parti en fait en ruralité à Créon, à Saint-Denis-de-Pile. Et puis hier, on était en Île-de-France. Et puis le 9 octobre, on est à Limoges. On réunit à chaque fois plus de 100 personnes. Et je dois dire que c'est une grande satisfaction pour nous de répondre pour le coup à un besoin, en tout cas, en fait, d'avoir ce sentiment-là, d'avoir un réel impact en fait, sur ce besoin d'information. Voilà. Merci beaucoup. Parfait.
Alors, il nous reste à peu près une demi-heure pour vous prendre la parole. N'hésitez pas. Alors, comme on dit souvent, aujourd'hui, la première intervention est venue rapidement. Alors, qui peut passer le micro dans la salle? C'est bon? Qui d'autre que moi? Voilà. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc, moi, je suis Anne. J'habite dans une coopérative d'habitants à Lyon. Et en partant au contre-salon, j'ai entendu sur le quai de la gare un jeune qui disait « Oh, voilà les boomers qui partent en croisière ». Parce qu'il y avait plein de vieux, voilà. Et ça m'a renvoyé aux stéréotypes d'aujourd'hui sur les boomers, les 68ards. On serait responsable de la catastrophe écologique, économique, de l'errance de l'éducation, etc. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, avant de répondre, peut-être une ou deux autres questions éventuellement. Il y a le monsieur là, à ma gauche. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous ne pensez pas que le défi de l'intergénérationnel, finalement, c'est les relations d'amitié? Parce qu'on est de plus en plus adultes avec des âges différents. Et finalement, l'âge ne compte pas vraiment dans les relations d'amitié quand on est adulte. Et on se retrouve avec des amis qui ont plus de 20 ans d'écart entre nous. Et ça pourrait être une piste de réflexion sur, finalement, lutter contre l'isolement. Voilà, c'était Une troisième question avant de passer la parole à nos témoins. Bon, allez, on passe la parole à nos témoins le temps que... Où il y a quelqu'un qui veut prendre la parole déjà? Allez, à la première question, donc, les vieux qui vont en croisière, qui veut répondre? Parce que vous êtes baby boomer aussi. Oui, oui, je me lève un peu parce que j'en ai marre d'être assis. Oui, ces vieux qui remplissent des bateaux, non, c'est insupportable, je suis d'accord. En fait, le problème, c'est qu'on revient sur l'idée que c'est les jouisseurs, c'est les seniors jouisseurs. Hein. La génération suivante, c'est les vieillards coûteux. Et quand on regarde les populations, le regard qu'on porte sur les populations de jeunes est absolument terrifiant aussi. C'est du même ordre. Je dirais même peut-être que moi, ça m'agresse, alors que je suis un professionnel du secteur personnes âgées. J'ai toujours défendu les questions de représentation sociale de la vieillesse. Chez les jeunes, c'est abominable. Les générations X, Y, Z, sur le travail, les jeunes qui veulent plus bosser, qui savent plus travailler en communauté, etc. On a des représentations qui sont construites par des consultants du secteur du travail qui sont ahurissantes et qui ne correspondent pas à la réalité. Et ces jeunes-là les subissent, ces représentations-là, de plein fouet. Le fait, non mais c'est vraiment, je le dis parce que vraiment c'est quelque chose qui est énorme aujourd'hui. On pense que les générations X, Y, Z, c'est une réalité, c'est une connerie. Vraiment, c'est une connerie. On pourrait faire une demi-journée là-dessus avec les chercheurs qui travaillent sur ces questions intergénérationnelles, sur les politiques 209 dans l'entreprise, etc. C'est une problématique économique qui est fabriquée de toutes pièces, mais c'est pas une réalité. C'est la même chose quand on interroge sur le couple, sur les jeunes, j'en parlais tout à l'heure, c'est de dire ils savent plus faire couple, alors ils changent de compagnon ou de compagne tous les 3 ans. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Mais bon, oui, parce que c'est bien, parce que quand on arrive à 80 ans, ça fait quand même une quarantaine de couples, on a de l'expérience. Voilà, et donc d'ailleurs, on voit bien les différences par rapport aux générations les plus anciennes, où on a encore chez les plus de 80 ans, et notamment parce que les femmes vivent plus longtemps, qui sont plutôt des veuves, sur le fait qu'elles ont souvent été... Il y a des stats qui viennent de sortir sur les générations et les relations sexuelles. Il y a 30 ans, une femme, elle avait eu en moyenne 3
trois hommes dans sa vie en matière de relations sexuelles. Hein. Aujourd'hui, c'est 11. Hein. Ah oui, non mais c'est bien, ça grimpe, on va arriver à des choses fabuleuses. Hein. Et chez les hommes, on était à 11, on est passé à 17. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des effets de génération qui font qu'on ne vit pas nos relations de couple de la même manière. Mais c'est vrai qu'on stigmatise énormément les jeunes autour de cette question, à la fois du couple, du travail, etc. Donc je pense qu'on a un gros effort à faire autour de cette question pour faire en sorte de revenir à la réalité des choses. Hein. Moi, je sais pas, mais je vois plein de jeunes, j'ai des enfants qui ont des amis, etc. Je les regarde, mais je n'ai pas l'impression que ce soit des populations qui n'ont plus envie de bosser. Et d'ailleurs, les jeunes, profitez-en, je vous donne deux, trois conseils autour de ça. Hein. Rappelez aux gens qui vous ennuient, pour ne pas dire qui vous emmerdent, oui c'est ça, oui, c'est le bon verbe, autour de la question du travail, qui ne voulaient plus travailler. Rappelez que c'est 1936 pour la loi des 40 heures, c'est donc pas vous qui les avez, parce qu'on travaillait 48 heures avant. Hein. Les 35 heures, c'est pas vous non plus, hein, c'est 2000, d'accord ? Donc, toutes les générations ont fait des efforts pour travailler moins. Vous n'êtes pas une génération spécifique autour de cette question-là. Hein. Voilà. Donc, on a tous... En fait, le problème, c'est que si on attend de la collectivité qu'elle fasse son travail, que ce soit une collectivité publique, une collectivité politique, etc., je pense qu'on ne fera pas bouger les lignes. Si on veut faire bouger les lignes des stéréotypes, il faut que chacun d'entre nous fasse son travail... Hein, et casse les codes aussi autour des générations. On me dit, ben non, tu peux pas aller dans tel endroit, c'est un resto qui est plutôt pour les jeunes. Ben justement, c'est bien parce que c'est que pour les jeunes que je vais y aller. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc il faut que chacun d'entre nous casse les codes autour de ces questions-là. Ben, c'est plus compliqué en boîte de nuit. Il y avait la dame de Shanghai, petite anecdote. J'étais allé un soir, j'avais la cinquantaine. Donc de la techno, tout ça, j'aime bien. Voilà. Et puis, je vois un jeune qui me fait un peu signe. Il y avait une foule immense. On était collés les uns contre les autres. Et puis, il se rapproche petit à petit. Il s'approche de moi. Et puis, il me dit, c'est bien à ton âge de venir encore. Ben, j'y suis jamais retourné, finalement. Merci. Stéphanie. Oui, juste pour répondre à madame sur les boomers, moi j'ai envie de dire prenez la parole et dites qui vous êtes. Quand vous entendez en fait des jeunes comme ça, ben, rapprochez-vous d'eux et échangez avec eux. Je pense que c'est là aussi la solution, c'est de se rapprocher et de pouvoir expliquer. Et puis moi j'ai envie de dire en fait que je suis vraiment contente en fait que les boomers arrivent, non pas parce que c'est mes parents, mais surtout en fait parce que vous allez être beaucoup plus exigeants dans la manière en fait dont on va prendre soin en fait de la vieillesse. La génération d'avant vous excusez-moi, était dite silencieuse, en tout cas c'est comme ça qu'on la qualifie, et puis bon, la pupu de la mairie, bon ben c'est pas grave, c'est pas très bon, mais c'est pas grave. Bon ben vous c'est fini ça, hein. À un moment donné en fait, quand vous allez acheter un repas, un plat cuisiné, vous allez exiger en fait une qualité. Donc en ça, moi je suis vraiment ravie que les boomers arrivent à cet âge-là, parce que vous allez être beaucoup plus exigeants et vous allez nous demander d'autres choses. Et en ça en fait, vous faites progresser aussi la manière dont on a de s'occuper de la vieillesse. Merci. Alors, on n'oublie pas l'autre question, l'intergénérationnel par les relations amicales, par l'amitié. Oui, Warren, j'en attendais pas moins de toi. Donc si j'ai bien compris la question, c'est très intéressant parce que même quand on... Comment ? Vous m'entendez pas ? C'est bon ? Même quand on définit l'intergénérationnel, en fait, ça correspond à la définition de l'amitié. Quand on parle d'échanges réciproques, on parle même d'une forme d'amitié dans l'intergénérationnel, sachant que l'intergénérationnel, c'est une construction politique à l'origine, en fait. Donc, en soi, si on revient juste à des relations plus simples et moins construites, et voilà, on en arrive tout à fait à de l'amitié. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu l'intergénérationnel et c'est comme ça que je le définirais le mieux. Donc, ce serait moins compliqué pour tout le monde. Oui. Et ça, c'est un problème. Non, mais tout à l'heure, je disais, le seul élément sur lequel les relations intergénérationnelles sont faibles, c'est justement les relations affinitaires. Dans les relations affinitaires, c'est les relations de sympathie, les relations d'amitié, etc. Mais c'est vrai qu'on voit bien que ça demande... Enfin, ça pose problème socialement, parce que si vous dites mon ami il a
30 ans de moins ou 30 ans de plus, on dit « Ah ouais, et pourquoi hein ?» Effectivement, on voit bien que ce n'est pas naturel, hein, si je puis dire. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir des relations amicales et des relations de sympathie avec des gens d'âge différents, ce n'est pas un problème. Mais on voit bien que la société n'est encore pas tellement prête à organiser les choses de cette manière-là, en disant comme si c'était contre nature, si je puis me permettre. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est là où on a aussi un effort à faire sur soi, c'est-à-dire dire si les autres ça les gêne, je m'en fous. Moi j'ai une amie de 90 ans et puis voilà, c'est pas votre problème. Voilà, moi en tout cas j'y trouve mon content, du plaisir, etc. Mais encore faut-il, pour avoir des relations d'amitié avec des gens de générations très différentes, encore faut-il qu'on puisse se rencontrer dans des lieux qui sont faits pour ça. Je parlais des restos, je parlais des boîtes de nuit, on a des lieux qui sont on va dire, spécifiques à des générations. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on participe à casser un peu tout ça individuellement. Si la société le fait, tant mieux, hein, mais on la fera avancer qu'avec de l'individu multiplié par 10, par 100, par 1000, par 100 000. Hein. Voilà, où à un moment donné, on sera obligé de faire rentrer dans la normalité le fait qu'on puisse avoir des relations amicales avec des gens très différents. On l'a bien fait on le fait bien dans le couple. On peut être une cougar, voilà. C'est mal vu aussi. Et il y a d'ailleurs une boîte à Mérignac pour les cougars. Enfin bon. Donc voilà, moi je trouve très bien d'avoir une compagne ou un compagnon de 20 ou 30 ans de moins, ou de plus d'ailleurs, ça dépend dans quel sens on calcule les choses, voilà. C'est aussi de l'intergénérationnel, on devrait d'ailleurs toucher, quand on se met en couple avec quelqu'un qui a une énorme différence d'âge, on devrait toucher une subvention pour de l'intergénérationnel. Non mais oui, et puis du coup j'ai un exemple concret avec ça et après je laisse le public poser les questions. Par rapport à l'environnement qui rend favorable justement ces relations, c'est sûr que dans le cadre par exemple d'un service civique, bon on a un statut, c'est pas très naturel, on arrive avec un t-shirt, bon à moi à la fin je l'ai enlevé parce que sinon on me prenait pour... voilà, et la relation n'était pas naturelle. Mais par exemple je me suis fait beaucoup d'amis jeunes retraités en randonnant dans les montagnes. J'en ai rencontré plusieurs un peu par hasard parce que je randonnais tout le temps seule. Et au final, c'est devenu mon groupe de randonneurs. Donc, c'est avec eux tous les dimanches que je vais marcher. Et ça peut étonner, mais c'est sûr que l'environnement aide parce que là, la relation de suite, elle est horizontale. Il n'y a plus de vieux ou de jeunes. Enfin, en fait, juste on s'en fout, on partage quelque chose et voilà. Et point à la ligne, donc tout à fait. Merci. Donc, oui. Merci. Moi, je voudrais réagir... à ce que disait la dame devant à propos des boomers et de ce terme qu'on emploie comme ça et qui est une façon de critiquer et de diviser les générations. Et je voudrais réagir sur la question de l'intergénérationnalité. L'intragénérationnel. Voilà, vous terminerez le mot. En racontant une toute petite anecdote, je ne voudrais pas être trop longue. Oui, moi, je suis, entre guillemets, une boomer et j'ai eu 20 ans en mai 68. Ça marque une génération. Et je ne suis pas la seule. Et ces 20 ans qu'on a eus en mai 68, on les a toujours dans un coin de la tête. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai fait, dans le cadre d'une association, l'Association pour l'autobiographie, un ouvrage collectif sur la mémoire des femmes en mai 68. Et l'an dernier, alors, un prof qui intervient à Sciences Po, à Bordeaux, dans un cours de culture générale, m'a demandé de venir présenter le livre dans son cours. Et je vais vous avouer publiquement ce que je n'ai pas osé lui dire au prof, que j'ai eu une trouille, mais une trouille monumentale. Je me suis dit, mais moi, j'avais 76 ans l'an dernier, avec mes 76 ans, mon côté mamie, qui va leur parler de mai 68, franchement, et j'avais vraiment très peur du regard
du regard de ces jeunes sur ma génération et sur moi, etc. J'ai travaillé le sujet comme c'était pas possible, je suis arrivée malade comme c'était pas possible, et à ma très grande surprise, mais j'ai été très aidée par le prof, parce que moi, je racontais une expérience personnelle, je racontais le chemin d'écriture autobiographique que nous avons fait, et lui, au fur et à mesure, recadrait le contexte historique, les événements, etc., parce que c'était son cours de culture générale. Et les étudiants étaient extrêmement attentifs, pas du tout méprisants, mais pas du tout « allez la mamie », etc., et posant des questions, et à la fin du cours, venant me voir, plusieurs ont acheté le livre, je leur ai dédicacé. Enfin, c'était un émerveillement. Alors, il y a quelques jours, il m'a recontacté en me disant est-ce qu'on peut faire la même chose avec les étudiants que j'aurai cette année? Oui, j'ai dit oui. Voilà. Bravo. Alors, là, c'est vrai. Oui? Ouais. Je voulais juste rebondir sur l'amitié intra, comme on veut. Sarah, je voulais savoir si vous étiez fait une copine ou un copain. Et au-delà de ça, le fait d'habiter dans une petite ville, un petit quartier, j'ai constaté qu'on avait plus facilement des copains d'âge différents. Oui, non, mais complètement, c'est une très belle question parce que je pense qu'en fait, on devrait juste parler en termes d'amitié et de ces personnes comme ça. Parler de ces personnes qu'à base de leur âge, ça devient fatigant en fait. Donc moi, je suis très contente de... quand on parle d'une amie, on dit pas, quand c'est de notre âge, on ne dit pas elle a 25 ans, donc pourquoi on aurait besoin de dire mon ami il a 77 ans et c'est... voilà. Pour moi, toutes les formes d'amitié sont possibles à n'importe quel âge. Et donc oui, moi je me suis fait des amis, tout à fait, copains, copines, comme vous voulez. Si c'est votre question, j'espère que... Voilà. Alors tout à l'heure, j'allais dire que la parole quand même aux jeunes, hein, on vous entend applaudir, mais j'aimerais bien vous entendre. Alors avant, il y a une dame qui lève, oh, je ne vois pas bien. C'est un monsieur. Oui. Oui, bonjour. Là ? Oui, bonjour. Voilà, je voulais juste témoigner de ce que j'ai vécu il y a quelques années. Donc j'avais 55 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 62. Et j'étais malheureuse dans le poste que j'occupais, très malheureuse. Et j'ai croisé un jeune qui avait 2 ans de plus que ma fille aînée, qui dirigeait une start-up. On a échangé, on s'est bien entendu, et il m'a embauchée. Et je suis restée 4 ans dans cette société, et je garde encore une partie de mon cœur dans cette société. 4 ans avec mes collègues qui avaient l'âge de mes enfants. C'était merveilleux, parce que j'avais des références forcément qu'ils n'avaient pas. Une fois, j'ai dit, oui, enfin, Racine, et il me regarde, c'est qui Racine ? Là, je me suis dit, waouh. Mais à côté de ça, je suis devenue une pro des réseaux sociaux, mais grâce à eux. Voilà. Donc, ils sont pas là, mais c'est pas grave. J'embrasse Lisa, j'embrasse Alexandre, j'embrasse Thomas, enfin, je les embrasse tous parce que franchement, j'ai passé 4 ans avec eux. Merveilleux. Merci. Et moi c'est Edmond. Si vous voulez m'embrasser, moi c'est Edmond. Allez, l'UIT, on veut vous entendre là. Qui veut prendre la parole? Oui, là devant.
Bonjour. Du coup, j'aurais une question. Les jeunes et les vieux partagent-ils encore des combats communs dans la société actuelle ? Alors, j'espère, je ne vais pas répondre, hein, je vais passer la parole à nos témoins, mais je vous invite à venir demain matin à la plénière sur la transition écologique, tous concernés. Qui veut répondre? Oui. Attention, ça va barder. Hein. Oui, bien sûr qu'on partage. Vous savez, je vais peut-être en choquer quelques heures là, vite fait. L'année dernière, ou il y a 1 an et demi, il y a eu les Verts avaient sorti des affiches sur donc les Verts partis politiques avaient sorti un projet d'affiche sur parce qu'il y avait des élections et l'affiche pour les seniors c'était les seniors qui n'étaient vus que de dos en disant ils tournent le dos à la question environnementale. Donc ils ont eh oui. Et donc, ils ont été obligés, ils ne les ont pas diffusés ensuite, ils ont été obligés de retirer les affiches parce qu'effectivement, c'était un peu problématique. D'accord ? Donc, je pense que l'environnement, ça reste un sujet qui mobilise toutes les générations. Hein. Je rappelle qu'on n'a pas attendu, alors j'inverse mon propos de tout à l'heure, on n'a pas attendu les jeunes générations pour traiter la question de l'environnement. Hein, les partis, à la fois les partis politiques, l'action, un certain nombre d'actions ciblées autour des questions environnementales, ça date pas des 10 dernières années, d'accord ? Donc c'est un mouvement qui est important, qui a été tenu par les gens qui sont aujourd'hui des seniors comme moi ou des vieux, comme vous voulez. Hein, donc c'est pas voilà, ça c'est un combat. Et moi je me souviens. C'était aussi des discussions qu'on avait avec les retraités de l'Université du Temps Libre. Je me souviens des retraités qui me disaient au départ, moi, j'étais pas tellement sensible à ce genre de truc, en fait. Et je pense à un problème très pratique, d'ailleurs, qui est celui des poubelles. Hein, la poubelle jaune, la poubelle verte, la poubelle rouge, etc. Voilà, etc. Voilà, sur le fait de trier ces déchets, etc. Et il disait, vous savez qui c'est qui nous a sensibilisés ? Ce sont nos petits-enfants. Parce qu'il nous disait, non papy, tu peux pas, non, ça doit aller dans telle poubelle. Et je me dis, on s'aperçoit comme ça, dans un mouvement de longue durée entre différentes générations, que c'est bien effectivement quelque chose qui a été partagé, transmis de manière assez différente, avec chaque génération qui a sa sensibilité. Hein. Il y a des générations qui ont été très sensibles à l'histoire de l'avion, qui bouffent, voilà. Il y en a d'autres qui ont été sensibles à la gestion des déchets, etc. Donc ça reste effectivement un combat. Le combat du travail, c'est aussi une question générationnelle pour laquelle tout le monde se bat. Hein, parce que le chômage, ça toutes les générations. D'ailleurs, puisqu'on est ici entre les jeunes et les vieux, je vous rappelle que les deux générations qui sont profondément touchées par la question de la précarité du chômage, c'est les seniors. Hein, c'est les plus de 50 ans, et puis c'est les jeunes, effectivement, pour rentrer dans le travail. À un moment donné, j'étais responsable d'une association pour l'Institut d'administration des entreprises de l'Association des anciens diplômés, et les entreprises nous envoyaient des offres où il fallait, alors que c'était un lieu où on formait les jeunes, où il fallait entre 5 et 10 ans d'expérience, et il fallait au moins avoir 30 ans. On leur a dit, arrêtez de nous envoyer des offres qui... Voilà, et comment on va faire effectivement pour faire travailler les gens qui sortent de la fac, qui ont entre 25 et 30 ans, pour arriver à 30 ans et avoir déjà, en plus, puisque vous ne voulez pas les embaucher avant, 5 ans d'expérience. Donc c'est une lutte de toutes les générations, ça aussi. L'histoire du travail, et puis la défense des conditions de travail aussi, c'est une lutte de toutes les générations. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais il y en a d'autres qui sont où on est plus faible en fonction de certaines générations. Je pense à la lutte autour du sexisme, par exemple. Hein, voilà, là sur les générations les plus âgées, on a des efforts à faire quand même autour de cette question-là. Voilà, et peut-être que les jeunes ont aussi des domaines sur lesquels, voilà. Mais c'est des choses qui, je pense qu'aussi, c'est des choses qui petit à petit se partagent parce qu'on est touché par la manière dont les générations plus jeunes vivent cette question du genre, hein, et vice-versa. Hein. Alors...
On s'achemine vers la fin de ce premier débat, mais je n'ai toujours pas entendu le lycée Belorme et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas entendu... Ah, c'était le lycée Belorme. Désolé. Ah oui. Donc, l'IUT alors, où êtes-vous? Allez. Vous êtes obligé de poser une question, apparemment. Ça, oui, c'est obligé. C'est le consentement. Oui. Ah, moi, c'est toujours l'autorité, hein. Bonjour. Justement, j'avais une question et j'avais du mal à la formuler dans ma tête, donc je me lance. Parce que vous en parlez justement sur cette différence d'engagement qui, ma foi, est naturelle puisque les générations se sont écoulées. Et sur, par exemple, le sexisme, les différences entre nos luttes personnes jeunes et les luttes des vieux, j'ai ce sentiment que parfois le blocage peut se faire sur cette dimension-là et ne pas savoir comment appréhender et puis déconstruire en fait tant de choses qu'on ne vit pas de la même manière aujourd'hui. Et voilà, moi c'est quelque chose qui peut bloquer sur les relations intergénérationnelles, pour le coup. Avant de passer la parole à M. Amio, est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Compris. Alors, M. Amio semble avoir compris la question. Je vais lui passer la parole. Non, je ne sais pas si j'ai compris la question, mais comme j'aime bien parler en public, c'est pas un problème. Non, vous savez, ça va nous obliger à revenir à quelque chose de fondamental, c'est la transformation de société traditionnelle en une société moderne. On vit dans une société moderne. Une société traditionnelle, c'est une société qui vit où chaque génération est censée penser, faire la même chose que la génération précédente. Une société moderne, c'est une société où l'idée, c'est que chaque génération innove. Le changement, il est produit par chacune des générations. Ce qu'on attend d'une génération, imaginez que demain, la génération aujourd'hui qui a 20 ans, là, on dit, alors vous n'innovez en rien, ni en littérature, ni en architecture, ni sur la question du genre, ni etc. Donc ce qu'on attend d'une génération, c'est d'ailleurs souvent une attente paradoxale, c'est changer les choses, mais pas trop par rapport à nous. Et donc le jeu social qui est là, sur lequel on est en train de discuter, qu'on vit, c'est un jeu social qui est assez compliqué parce que c'est de dire... parce que quel est le risque d'une société? Le risque d'une société, c'est soit qu'elle se sclérose, donc il faut de la nouveauté dans une société moderne comme la nôtre, ou le risque, c'est qu'on dissocie les générations pour ne plus être capable, ce qui était dit tout à l'heure, de vivre ensemble. Et donc en même temps, on attend de vous, jeunes générations, que vous nous apportiez de l'air frais, du sang neuf, une autre vision du monde, une autre manière de vivre ensemble, etc. Mais en même temps, ça nous gêne un peu parce que nous, si vous voulez, on s'est construit aussi. Moi, je pense en fonction de tout ce que j'ai traversé dans ma vie. J'ai 70 ans. Voilà, et donc je pense avec ces 70 ans, avec les faits sociaux que j'ai traversés, etc. D'accord? Donc, quand vous changez les choses... Et pour prendre l'exemple, j'imagine que derrière il y a MeToo, voilà, c'est de dire comment moi je peux vivre cette chose, comment je peux participer à quelque chose qui sera une évolution, qui sera peut-être pour moi plus difficile que pour vous, parce que vous arrivez et vous gérez les choses de manière différente. Moi j'ai un historique derrière, il va falloir que je change ma manière. Quand je change mon regard sur les femmes, je suis obligé en même temps de changer mon regard sur les hommes, c'est-à-dire de travailler quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus compliqué, qui est une question identitaire. Si je change mon regard sur les femmes, il va falloir qu'en même temps je change des éléments identitaires à l'intérieur de moi. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Vous arrivez, vous êtes jeune, voilà, ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai été jeune, il paraît. Voilà, et effectivement, vous, c'est plus facile parce que vous n'avez pas derrière tout cet historique, toute cette construction qui s'est faite. Mais en même temps, on attend de vous que vous nous aidiez par rapport à ça. Enfin, moi, je parle en mon nom. J'attends en même temps que vous nous aidiez pour faire évoluer les choses. Voilà. Moi, j'ai 2 filles. J'ai défendu la question du genre aussi, avec et grâce à mes 2 filles aussi.
Hein, voilà. Donc, on a une évolution à faire ensemble, mais on ne peut pas la faire à la même vitesse, on ne part pas des mêmes a priori, parce qu'on a déjà chacun des constructions un peu différentes. Hein. Mais c'est justement ça qui est fabuleux, moi, je trouve. C'est de dire, est-ce qu'on arrivera à changer la société autour de la question du genre, alors qu'on a 4-5 générations différentes qui ont vécu cette question du genre, qui l'ont élaborée de manière différente. Hein. On a un travail à faire ensemble. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas une opposition. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en introduction. Pour moi, c'est ça la culturation. C'est de fait, convainc-moi qu'il faut que je change d'autre chose. Hein. Et moi, je vais essayer aussi de te convaincre que, ben oui, mais nous, on a vécu de telle et telle manière, donc on va être obligé de changer les choses, mais peut-être, si tu veux bien, un peu moins rapidement pour moi, si tu veux que je l'intègre. Merci. J'avais cru comprendre qu'il y avait 2 mains levées au lycée Bellorme, ou c'est une erreur? Allez. Allez, donc c'est la dernière question. Moi, je voulais juste rajouter par rapport au combat commun entre les jeunes et les vieux, c'est que nous avons le même combat pour la liberté. La liberté de penser, qu'on arrête de nous inoculer des idées toutes faites, notre liberté de choisir et la liberté de se mouvoir comme on veut. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Magnifique conclusion à laquelle je ne veux rien ajouter. Alors, avant de se séparer, j'avais envie de terminer cette séquence de discussion par les phrases d'un jeune poète qui est mort à 20 ans, au début du XXe siècle, qui s'appelle Raymond Radiguet, et qui a dit « Chaque âge porte ses fruits qu'il faut savoir accueillir », et j'ai ajouté « et partager ». Et je pense que ça peut traduire l'intergénérationnel.